France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Enfants de la Guyane et de la Réunion, entre mission protectrice et violence coloniale, l'État doit protéger ses enfants. Mais pour ceux de la Guyane et de la Réunion, les mesures prises entraînent des violences, qu'il s'agisse des Hômes indiens, ces pensionnats en Guyane, ou des déportations d'enfants réunionnais vers la métropole, notamment vers la Creuse. L'État doit protéger ses enfants, mais de quoi d'ailleurs ? Voilà, en fait, ça veut dire à l'arrivée des colons, il y a eu la guerre, tout ça, il y a eu les maladies qui se sont importées, puis il y a eu beaucoup de morts, quoi. Le cours de l'histoire. Puis derrière tout ça, on est là, on essaie de résister toujours avec la langue, la culture, la danse, notre idéologie, quoi. Lucien Panapuy qui chante en Teko, des textes qu'il compose lui-même, et c'est son nom de scène d'ailleurs, Teko Makan, qui signifie guerrier Teko. Bonjour Hélène Ferrarini. Bonjour. Vous êtes l'autrice « Allons enfants de la Guyane, éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République ». C'est publié par Anacarsis. Dites-moi, j'évoquais pour ouvrir cette émission cette question. L'État doit protéger ses enfants, mais de quoi ? De quoi l'État doit-il protéger les enfants de Guyane ? En ce qui concerne les hommes indiens, donc ces pensionnats catholiques où des enfants autochtones et noirs-marrons ont été placés des années 30 jusqu'à tout récemment. 2023, c'est la fermeture du dernier pensionnat de ce type à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Les principaux objectifs, ce sont d'abord l'évangélisation pour les religieux qui en ont la charge, et puis pour l'État français, la préfecture de Guyane, c'est d'abord la francisation, l'assimilation, la culturation, et faire rentrer les populations autochtones dans les circuits monétaire, dans le salariat de la Guyane. Mais sur la question même de la protection, il y a peut-être quelque chose que l'on peut trouver dans la situation démographique et sanitaire des populations autochtones qui est catastrophique, et c'est ce que dit, en fait, c'est ce que chante Lucien Panapuy dans l'extrait que vous venez de passer. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que ce sont des populations qui ont failli disparaître. Les Teko, par exemple, ont été réduits à 50 personnes, une cinquantaine d'individus, un peuple entier. Et il y a eu un sursaut démographique, et donc les hommes se mettent en place, en fait, sont validés par l'État au moment de la départementalisation dans ce contexte-là. Et le premier préfet de Guyane, qui est Robert Vignon, dit qu'il souhaite assurer la conservation des derniers représentants d'une race en voie de disparition. Donc c'est peut-être là qu'on peut trouver cette idée de protection des populations, mais les principaux objectifs, ils ne sont pas là pour les hommes. Oui, parce que c'est bien cela qui va nous intéresser, savoir ce que sont ces Hômes indiens en Guyane et ce que signifie aussi la déportation d'enfants de la Réunion vers la métropole. Et pour nous en parler, Gilles Gauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous avez été membre de la commission temporaire d'information et de recherche historique sur la question, alors que nous appelons celle des enfants de la Creuse. Dans le cas de la déportation, cette venue d'enfants de la Réunion en métropole, quelles sont les motivations ? Tout d'abord, vous avez utilisé deux mots qui sont chargés de sens. Le terme de déportation et le terme d'enfant. Je crois qu'on ne peut rien rétorquer aujourd'hui à une personne qui a connu cette affaire et qui va dire qu'elle a été victime de déportation, mais la réalité est un peu plus complexe. De même que lorsque l'on parle d'enfant, finalement, ça amène des représentations sur les personnes qui ont été concernées par cette affaire. Or, ce sont des mineurs, c'est-à-dire que on va de 0 à 21 ans jusqu'en 1974, et le cas de jeunes de 18-19 ans n'est pas du tout la même chose que celle d'enfants de 5-6 ans qui ne comprennent absolument rien à ce qui leur arrive. En tous les cas, cette affaire, elle a pour origine, non pas, le soin à prendre aux enfants, mais quelque chose qui est ancré dans un temps un peu plus long, qui est la crainte de la poussée démographique de la Réunion. Et cette crainte, elle s'exprime dès les années 40. En 1952, on va mettre sur pied, et c'est un député de la Réunion qui en est à l'origine, une émigration de petits blancs pauvres vers Madagascar, et puis Madagascar devenant indépendante, l'idée va très vite germer d'aller vers l'Hexagone. Et du côté de l'Hexagone, la mise en place de ce que l'on appelle, nous, dans la commission, ce qu'on a appelé la transplantation, elle est liée avant tout à des jeunes en âge de travailler.
Voilà, le point de départ, il est là. Et puis ensuite, je crois que cette idée de prendre soin de l'enfant va venir plutôt comme un prétexte. Avec ici, Hélène Ferrarini, des questions démographiques dans les deux cas, qu'il s'agisse de la Réunion, de la Guyane, mais pas du tout les mêmes problématiques. En Réunion, la peur qu'il y ait trop de monde. En Guyane, la peur que ces populations autochtones disparaissent. Oui, et avec cette même, c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire que le problème identifié par les autorités pour la Réunion et la Guyane, c'est une situation de sous-développement, de pauvreté, qu'à la Réunion, il me semble, on impute donc à ce boom démographique, à cette surpopulation, alors qu'en Guyane, c'est à cette période-là associée à cette sous-population, c'est-à-dire que le sous-peuplement ferait qu'il n'y ait pas assez de main-d'œuvre et que le marché de consommation serait trop faible. Et effectivement, en 1946, au moment de la départementalisation de la Guyane, on compte seulement 28 500 habitants dans cet immense territoire amazonien et la population est même en perte puisque le bagne a fermé quelque temps avant et il y a eu aussi la fin d'un cycle de l'or, le départ de chercheurs d'or de la Caraïbe. Donc on est vraiment à un moment où la Guyane se dépeuple et dans ce dépeuplement, les populations autochtones, donc les descendants en fait des premiers habitants de cette région du monde d'avant la colonisation par les Européens, sont vraiment réduits à peau de chagrin. C'est quelques centaines de personnes en fait qui survivent. Les Kalinia, lors d'un recensement de 1945-46, ils sont 335 individus. Avec ici, en écho à ce que nous disait avec beaucoup de pertinence Gilles Gauvin, l'importance de préciser qui sont ces enfants, ne serait-ce que pour définir les âges. En Guyane, quels sont les âges ? Alors, en Guyane, les âges, au moment de la mise en place des hommes, qui d'ailleurs ne portent pas ce terme au début, dans les archives, ce qu'on trouve, c'est œuvres indiennes, orphelinat, les enfants, les indiennes qui sont chez les sœurs, c'est comme ça qu'ils sont désignés. Il n'y a pas d'encadrement de l'âge au début. L'encadrement de l'âge, on le voit apparaître avec la création de l'Association des hommes indiens de Guyane en 1964 seulement, donc une trentaine d'années après la mise en place de cette pratique de groupement des enfants chez les religieux. Et là, l'âge minimum, c'est 4 ans et l'âge maximum, c'est 16 ans. Et on trouve dans les archives des échanges entre la préfecture et les religieux qui obtiennent le fait d'abaisser l'âge minimum d'entrée à 4 ans. C'est-à-dire que dans un premier brouillon, il y avait l'âge de 5 ans et les religieuses demandent à pouvoir avoir les enfants plus tôt encore. Et il est certain que des enfants, avant 1964, ont pu rentrer encore plus jeunes dans ces pensionnats. Gilles Gauvin, ces questions démographiques sont au cœur de toute notre réflexion. Parler des enfants, c'est parler de l'avenir aussi, donc des vraies questions démographiques et des visions du futur. Oui, en effet, au moment de la départementalisation dont on fête les 80 ans cette année, il y a 250 000 habitants à La Réunion. En 1963, au moment où Michel Debré va en devenir le député, on est passé à 376 000 habitants et il y a un rapport qui est fait sur la situation sociale dans lequel on explique que sont dans la misère plus de 50%, mangent à leur faim à peu près 100 à 150 000 personnes et vivent bien 30 000 personnes, donc 30 000 sur les 376 000. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est que cette crainte de la démographie comme frein au développement, c'est quelque chose qui est partagé aussi à l'échelle internationale. En 1966, René Dumont sort un ouvrage qui s'appelle « Nous allons à la famine », dont le titre est clair. Et en 1968, vous avez cet universitaire anglo-saxon qui s'appelle Paul Ehrlich, qui sort un livre qui s'appelle « La bombe P comme population ». Donc ce qui se passe à La Réunion est aussi à replacer dans un contexte international de crainte de la démographie sur le développement des pays dits à l'époque du tiers-monde. Hélène Ferrarini, c'est de la géographie, c'est de l'histoire comme une évidence, cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Allons enfants de la Guyane, c'est le titre de votre ouvrage. Ces enfants-là, vous nous l'avez dit, des populations autochtones, des enfants issus de ceux qu'on appelle les marrons, ce sont des esclaves qui ont fui, ce sont des enfants qui viennent de plusieurs univers.
Oui, c'est ça. Mais ce sont des enfants qui sont qualifiés par l'administration de population primitive. Donc ce terme est employé à cette époque-là en Guyane par l'administration. D'ailleurs, il y a la création d'un service des populations primitives au moment de la départementalisation. Et les populations ainsi désignées comme primitives sont les Amérindiens, donc les peuples autochtones qui sont donc les descendants des premiers habitants d'avant la colonisation, et effectivement les peuples noirs-marrons qui sont eux les descendants d'esclaves rebelles qui ont fui les plantations, notamment les grandes plantations surinamaises à côté, voilà, qui est de l'autre côté du fleuve Maroni, donc frontalière de la Guyane, et qui ont réussi à créer des sociétés libres qui ont perduré dans l'intérieur forestier de cet immense territoire guyanais. Et se trouve sur le territoire guyanais, notamment le peuple Boni, qui sont donc des Noirs-Marrons. Et eux sont également concernés par les hommes, par les pensionnats, mais avec des différences dans la manière dont c'est appliqué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus systématique, il me semble, et de beaucoup plus obligatoire et imposé pour les enfants amérindiens, alors que chez les marrons, il y a eu une marge de manœuvre qui a été conservée par la communauté. Et eux, ils ont fréquenté spécifiquement le home de Maripasoula. Avec Gilles Gauvin, dans le cas de la Réunion, une même lecture ici qui serait liée aux origines de ces enfants? Alors, sur les origines des enfants, le travail que nous avons fait dans la commission a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette affaire, elle est enclenchée avec ce que l'on pourrait appeler les jeunes adultes. En 1963, l'État met en place le Bureau pour les migrations intéressant les départements d'outre-mer, le BUMIDOM, qui a pour charge de faire venir de jeunes travailleurs dans l'Hexagone. On est dans la période de croissance des 30 Glorieuses. Et le directeur de la population à La Réunion, avant qu'il ne devienne le directeur de la DAS, qui est créée en 1964, fait le raisonnement suivant. Voilà, les jeunes de 18 à 25 ans, avec l'autorisation des parents jusqu'à 21 ans, peuvent aller faire leur formation ou travailler dans l'Hexagone. Or, moi, directeur de la population, j'ai en charge 5 à 7 000 jeunes qui sont sous l'autorité de ce qu'on appellera ensuite l'aide sociale à l'enfance. Alors pourquoi ne pas en faire bénéficier aussi nos jeunes? Et dans le premier plan de mise en place du BUMIDOM, donc en 1962, avant que Debré devienne député de la Réunion et alors qu'il n'est plus Premier ministre, ce plan prévoit, avec le départ des jeunes volontaires, l'envoi de 12 jeunes gens et 12 jeunes filles qui sont sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance et qui sont volontaires, qui ont 19 à 20 ans et qui sont volontaires eux aussi pour aller poursuivre leur formation dans l'Hexagone. Et à partir de 1966, le directeur de la DAS à La Réunion devient le directeur de la DAS en Creuse. Et là, il se rend compte que c'est très compliqué avec ces jeunes qui ont du mal à s'adapter, qui sont en manque de formation. Et donc là, l'idée va de descendre en âge. Donc au total, sur ce que l'on a pu faire, on a grosso modo 20% qui ont plus de 16 ans. Et là aussi, on s'est fixé sur des normes scolaires d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ces 20%, ce sont des jeunes qui vont clairement pour la formation et le travail. Vous avez 50% qui sont de 6 à 15 ans. Et 30% au final qui ont en dessous de 6 ans, c'est-à-dire là qui sont clairement pour l'adoption. Et l'image qu'on a de ces Réunionnais qui ont été envoyés dans l'Hexagone, c'est qu'il s'agit de Noirs. D'ailleurs, La Montagne, en 2017, sort un article disant à l'époque où la Creuse recevait des petits Noirs, et sur la photographie, il y a 3 jeunes gens, dont un seul est en fait un créole noir. Et donc, on a pu établir que 45% à peu près de ceux qui ont été envoyés, du fait d'une répartition qui a été faite par les services d'envoi eux-mêmes, sont ce qu'on appelle des créoles clairs. Donc, cela pour une bonne raison, c'est que pour adopter, les gens ne veulent pas non plus de noirs. Donc, que ce soit d'ailleurs dans l'Hexagone ou que ce soit à La Réunion. Avec ici cette figure, celle de Michel Debré en ce qui concerne La Réunion. Michel Debré, député de La Réunion en 1963. Le résultat est celui que chacun sait. Il n'est pas contestable, comme n'est pas contestable
l'attachement populaire, l'enthousiasme populaire et la confiance des Réunionnais dans le général de Gaulle, dans son action. Sans doute, ce résultat est-il en partie un acte de confiance des Réunionnais qui pensent à leurs problèmes économiques et sociaux et qui prennent conscience du fait que leur taux exceptionnel de natalité rend plus graves et plus urgentes les solutions qu'ils attendent. Mais au-dessus de tout, ce résultat, le résultat de l'élection de dimanche, est l'affirmation émouvante et profonde d'un patriotisme qui a saisi cette occasion pour se manifester d'une manière éclatante. Michel Debré en mai 1963. Gilles Gauvin, vous avez ici évoqué des députés, vous évoquez l'État, vous avez même évoqué cette chose qu'il va falloir nous présenter, le BUMIDOM. De quoi s'agit-il ? Oui, le BUMIDOM, le Bureau pour les migrations des départements d'outre-mer, est un organisme qui est mis en place à partir de 1963 et qui a pour objectif de faire venir de la main-d'œuvre en France et de la main-d'œuvre française, puisque les départements d'outre-mer, que sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, sont des départements français. Donc ce BUMIDOM, il va faire partir de jeunes travailleurs sur le volontariat. Alors bien sûr se pose la question des représentations qu'on a à ce moment sur l'Hexagone, et on estime qu'il y a entre 65 et 70 000 Réunionnais quand même qui sont partis dans l'Hexagone entre 1963 et 1981. D'ailleurs, en majorité des hommes, ce qui a eu un impact sur la démographie de l'île. Et ce BUMIDOM, en fait, est venu d'un raisonnement simple de la part du gouvernement de l'époque, c'est-à-dire que nous avons besoin en France de main-d'œuvre, plutôt que de les faire venir d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, autant régler deux problèmes en un coup, si j'ose dire. Nous avons besoin de main-d'œuvre, et dans ces départements, et plus particulièrement à La Réunion, il y a une démographie qui est un frein total au développement. Gilles Gauvin, vous avez également cité la DAS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, avec ici une histoire très institutionnelle, je l'entends, dans la volonté de faire venir des enfants de La Réunion. C'est l'État, toutes les institutions possibles liées à l'État qui prennent en charge ce programme. Alors, effectivement, c'est l'État qui décide, mais le problème, c'est que au-delà de la décision, j'allais dire, les infrastructures n'ont pas suivi du tout. Pour résumer cette affaire, j'utilise très souvent 3 couvertures des rapports annuels de la DAS de La Réunion sur la période. Ça résume tout le problème. En 1969, sur la couverture, on voit la carte de la Réunion sur laquelle vient se superposer une pyramide des âges où on voit l'énorme base des moins de 20 ans. Il y a, en 1963, on a une population qui a pour 60% moins de 20 ans. En 1973, sur la couverture de la DAS est toute contente de montrer une photographie de son nouveau bâtiment. Donc on a des infrastructures. Et en 1979, qui est l'année internationale des droits à l'enfant, enfin, on va s'occuper des enfants. Sur la couverture, cette fois, on a un dessin d'enfant. Je crois que ça résume assez bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise localement et au plus haut sommet de l'État pour transplanter des jeunes, et malheureusement, j'allais dire, ces jeunes venant de 9000 kilomètres de l'Hexagone se sont retrouvés eux-mêmes dans un système d'aide sociale à l'enfance qui dysfonctionnait totalement. Hélène Ferrarini, au moment où vous nous avez présenté les Homindiens, vous avez déjà rappelé, la temporalité n'est pas exactement la même que pour La Réunion. Nous sommes dans les années 1930 pour commencer. Et vous avez parlé de pensionnats
catholique. Mais que vient faire l'Église dans cette histoire-là? Parce que depuis 1905, il y a la séparation des églises et de l'État. L'Église, elle est centrale, elle est incontournable dans l'histoire des hommes indiens de Guyane. Sur cette loi de 1905, il faut savoir qu'en Guyane, elle ne s'applique pas. Donc la Guyane étant une colonie au moment de l'adoption de la loi de 1905 pour l'Hexagone, elle n'est pas appliquée à la Guyane. Et ce qui régit les relations entre le clergé catholique et l'administration en Guyane, c'est une vieille ordonnance royale de 1828 qui a été prise sous Charles X, qui prévoit que le clergé catholique est rémunéré. Alors dans un premier temps, c'est sur le budget du ministère de la Marine puis des colonies, et au XXe siècle, c'est sur le budget du Conseil général. Et ce fonctionnement est maintenu malgré la départementalisation de 1946. D'ailleurs, il y a un échange de courriers avec le ministère de l'Intérieur et la jeune préfecture de Guyane, où il est décidé de maintenir ce fonctionnement et ce jusqu'à aujourd'hui. Et les pensionnats de Guyane, c'est vraiment une initiative des religieux, des prêtres qui appartiennent à un ordre missionnaire qui est celui de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. On les appelle également les Pères spiritains, et de plusieurs ordres de religieuses, les franciscaines missionnaires de Marie, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny et les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Et dans les années 30, c'est vraiment une initiative des religieux. À ce moment-là, l'État, l'administration ne s'en mêle pas. C'est à partir de la départementalisation, 1946, l'arrivée d'un premier préfet en Guyane, Robert Vignon, que l'État décide de soutenir et de valider ce qui a déjà été mis en place depuis une quinzaine d'années par les religieux, c'est-à-dire de grouper des enfants amérindiens chez eux, au couvent, enfin dans la maison des religieuses et au presbytère. Dans le cas de la Réunion, Gilles Gauvin, la place de la religion ? Oui, à La Réunion aussi, les foyers religieux ont joué, mais du fait de l'histoire, un rôle fondamental dans l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que ces années 60 sont finalement un moment de laïcisation, en tous les cas je parle pour La Réunion, de cette aide sociale à l'enfance qui jusque-là, de par l'histoire, était confiée aux religieux. Le premier bagne pour enfants qui a été créé à La Réunion dans les années 1860 était sous l'autorité de religieux. L'aide finalement aux pauvres et aux déshérités était prise en charge par les religieux. Donc vous avez des tas de foyers d'accueil dans l'Hexagone qui sont tenus par des religieux ou des religieuses. Donc là aussi, j'allais dire, il ne faudrait pas oublier l'importance du rôle des religieux dans cette prise en charge, non pas pour les mettre en accusation, mais parce que jusque-là, l'État se déchargeait sur les religieux pour s'occuper des démunis, des enfants abandonnés, de tous ceux qui étaient en difficulté. Hélène Ferrarini, c'est le cas donc en Guyane, et même après la départementalisation en 1946, on l'entend bien, il y a une mission de l'État qui est confiée à des religieux. Tout à fait. En fait, les religieux, ils ne disparaissent pas au moment où la préfecture décide de financer et de valider ce système. En fait, ils sont là jusqu'à la fin. C'est eux qui s'occupent des hommes, jusqu'au dernier qui a fermé en 2023, le homme de Saint-Georges de l'Oyapock, qui était tenu par les religieuses de Saint-Paul de Chartres, qui s'occupaient donc d'une soixantaine d'enfants du peuple Wayampi, qui vivaient chez elles, chez les religieuses, pendant qu'ils fréquentaient le collège public de Saint-Georges, mais à 2 jours de pirogue de leur village d'origine, de leur famille. Et donc voilà, donc l'Église catholique, elle est centrale, c'est à son initiative, et ensuite elle s'occupe des pensionnats jusqu'à la fermeture. Ce que fait l'État via la préfecture de Guyane, c'est à un moment de se mettre à financer, donc de soutenir financièrement le travail des religieux, et d'encadrer un peu, mais à minima, avec la création de cette association des hommes indiens qui crée quand même quelques règles, et puis de temps en temps on voit dans les archives la DAS, la direction de la population, qui essaye de jeter un œil, mais c'est très léger. Des préoccupations démographiques, nous l'avons dit, et c'est lié des préoccupations économiques, le développement. En ce qui concerne la Guyane,
Tout le monde sait, et moi, croyez-le bien, le premier, combien difficile dans ce département est le développement en raison d'abord de la nature qui oppose beaucoup d'obstacles, en raison aussi de la disproportion qui existe entre tout ce qu'il y a à faire et le nombre de ceux qui sont là pour l'accomplir, en raison enfin du très long temps pendant lequel la France, après avoir d'abord beaucoup espéré de la Guyane, s'en était, il faut le reconnaître, non pas désintéressée, mais quelque peu détachée. Cette période est terminée. Le général de Gaulle en 1964, à propos de la Guyane, Gilles Gauvin nous disait il y a quelques minutes que pour la Réunion, il y avait une préoccupation liée à l'économie, à la main-d'œuvre. Ces mots sont apparus avec les Homindiens. Est-ce le cas aussi? Est-ce qu'il y a la volonté de protéger les enfants pour les adapter à la société telle qu'elle est imaginée depuis l'Occident? Oui, c'est ça. Un des problèmes pour ce premier préfet de la Guyane, donc Robert Vignon, c'est d'avoir une main-d'œuvre suffisante pour développer, valoriser les ressources de la Guyane. Et en fait, il dit qu'il ne peut se passer de personne, et notamment pas de ces populations autochtones qui, bien qu'elles soient peu nombreuses, doivent être intégrées en fait au circuit monétaire, à l'emploi salarié, et on le voit bien ça à travers la trajectoire d'anciens pensionnaires d'EOM qui donc ils rentrent dans les années 40. À ce moment-là, le mode de vie des familles est très vivrier, très autonome. Pas tout à fait autarcique parce qu'il y a déjà des échanges monétaires commerçants avec le reste de la colonie, mais très léger. Et puis quand ils ressortent jeunes hommes, en fait, ils vont s'embaucher sur les chantiers forestiers, par exemple, ou dans la pêche crevettière qui se développe. Et puis ensuite, dans ce qu'en fait vient annoncer là en 1964 le général de Gaulle, le chantier du centre spatial guyanais à Kourou, où on a vu un certain nombre de travailleurs amérindiens aller contribuer, participer à la création de ce centre spatial, et pour beaucoup des personnes qui étaient passées par le pensionnat et qui en sortant ont adopté un mode de vie, ont rejoint le salariat en fait, sont venus abonder la main-d'œuvre guyanaise plutôt que de retourner au village et renouer avec un mode de vie vivrier qui était celui de la génération d'avant. Gilles Gauvin. Oui, le discours que vous nous avez fait entendre de Gaulle en 1964 pour la Guyane fait écho pour moi directement au même discours qu'il a quasiment prononcé en 1959 lors de son voyage dans l'île, d'ailleurs avec à ses côtés Michel Debré comme Premier ministre. Il ne vient pas spécifiquement à la Réunion, en fait il est dans une grande tournée africaine, et on se rend compte que Madagascar devenant indépendante, la Réunion va maintenant jouer un rôle majeur sur le plan géostratégique. Donc il vient faire un discours aux Réunionnais pour dire maintenant vous êtes la France et vous allez compter à nos yeux, et nous allons faire tout pour que vous arriviez à vous développer. Mais la pesanteur des structures économiques rend très difficile le développement économique. J'en veux pour preuve un rapport que fait en 1971 le préfet Cousseran à Michel Debré. Et il lui dépeint de manière très rude la société réunionnaise. Il dit voilà, 60% de la population réunionnaise, c'est ce que j'appelle une masse rurale primaire, une société rurale primaire. Et cette société rurale primaire, elle est sous domination de rapports féodaux que lui impose l'élite économique. Et à côté de cela, on a une classe moyenne qui commence à se développer, mais qui n'a aucune conscience politique et dont le seul intérêt est finalement la consommation. Donc, on est aussi dans cette
très lente mise en place d'un développement économique. Et face à cela, la démographie présente est aussi inquiétante pour le pouvoir politique parce que à partir de 1959, vous avez le Parti communiste réunionnais qui va revendiquer l'autonomie démocratique et populaire, et la grosse majorité des jeunes de la Réunion finalement quittent l'école à 12 ans et ensuite c'est à eux de se débrouiller pour trouver du travail. Donc la grande crainte est de voir cette jeunesse basculer sous l'influence du Parti communiste réunionnais. Donc la question des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance vient aussi se placer dans ce contexte plus général. Hélène Ferrarini, y a-t-il de la politique dans cette histoire Allons enfants de la Guyane, au sens où tout est politique, nous l'entendons bien ici, mais des prises de position des différents partis politiques, parce que ces pensionnats catholiques, ces hommes indiens qui sont soutenus, on l'entend bien ici par la préfecture, ne semblent pas être un enjeu tant que ça politique. Le Parti communiste, par exemple, n'apparaît pas. Non, effectivement, c'est une forme d'angle mort, en fait, dans l'histoire guyanaise, l'histoire de ces hommes indiens. Alors, elle commence à sortir de l'ombre, hein, là, on en parle. Mais sur le moment, ce que je vois peut-être comme prise de position politique, en fait, elle porte plus sur quelque chose qui a quand même un lien avec les hommes, c'est l'existence du territoire de l'Inini. C'est assez important pour comprendre l'histoire de la Guyane à ce moment-là. Le territoire de l'Inini, c'est 80% de la superficie guyanaise, en gros tout l'intérieur forestier. En 1946, au moment de la départementalisation, donc la Guyane, vieille colonie, devient un département français d'outre-mer, mais en fait, c'est uniquement la bande littorale, les 20% du littoral qui sont départementalisés. Et tout l'intérieur forestier, l'Inini, reste sous administration directe du préfet, sans élection, et ses habitants n'accèdent pas au statut de citoyen électeur. Et l'Inini perdure jusqu'en 1969, au moment où des communes sont créées à l'intérieur de la Guyane, Maripasoula, Camopi et d'autres, et où on voit donc des conseils municipaux élus, voilà. Et donc en fait, il y a toute cette période, c'est-à-dire que la départementalisation, elle se fait en 2 étapes en Guyane. C'est quelque chose qu'on sait assez peu. Et là, on voit apparaître des débats politiques, c'est-à-dire que pour un certain nombre de personnes de la classe politique guyanaise, 1946 devait être synonyme d'une départementalisation entière, hein, de l'ensemble. Alors que pour la préfecture et pour Paris, en fait, il y a cette départementalisation en 2 temps, et la question se pose de savoir si les pensionnats sont sous administration et financement de l'Inini ou de la direction de la population. Et en fait, dans un premier temps, ils sont financés par le budget de l'Inini. Mais ça donne lieu à quelques débats, on va dire, relativement internes à l'administration. C'est pas des vrais débats politiques. Enfants de la Guyane et de la Réunion, entre mission protectrice, avec des guillemets bien sûr, et violence coloniale. Gilles Gauvin, ces enfants de la Réunion, pour bien saisir comment cela se passe, sont transplantés, je reprends le mot choisi par la commission de recherche historique, transplantation. Donc ils quittent la Réunion, arrivent en métropole, particulièrement dans la Creuse. Où sont-ils reçus ? Il va y avoir 83 départements hexagonaux qui vont recevoir les Réunionnais. Cette affaire s'est concentrée sur la Creuse parce que 10% de ceux qui sont partis sont arrivés en Creuse et que l'affaire a été connue médiatiquement à partir de jeunes qui avaient été placés dans la Creuse. Mais il y a quasiment autant de cas que d'individus qui ont été concernés, environ 2000 jeunes. J'insiste sur ce terme de jeunes parce que en fonction de leur âge, le point d'arrivée ne va pas être le même. C'est-à-dire que vous avez ceux qui vont être adoptés, qui vont arriver dans les familles. Vous en avez qui vont arriver dans des foyers de formation professionnelle, dans lesquels arrivent les jeunes du Bumidum, et puis vous en avez qui vont arriver aussi dans des foyers d'accueil, et puis ensuite être dispatchés dans des familles d'accueil. Voilà. Donc et les raisons du départ sont vraiment très diverses et variées. Je prends un exemple très simple. Un jeune qui part par le Bumidum, on ne lui donne qu'un billet aller.
parce que la peur de l'administration est que ces jeunes fassent un aller-retour touristique dans l'Hexagone. Pour les jeunes qui partent depuis dans le système de l'aide sociale à l'enfance, on a trouvé des familles qui font la démarche elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que le jeune qu'elles viennent mettre à charge de l'aide sociale à l'enfance, il va être nourri, logé, blanchi jusqu'à sa majorité. Et à côté de ça, vous en avez d'autres qui sont déjà dans des foyers et qui vont être envoyés sans rien comprendre à l'autre bout du monde. Donc il y a vraiment une grande diversité de profils. Avec la volonté de trouver un métier, témoignage. Vous avez des platanes, vous avez des noisetiers. Bon, c'est bien au début, mais c'est pas les mangues, les palmiers. On est désorienté, quoi. L'odeur, on ne peut pas la sentir. On a encore l'image de chez nous. Ce qu'on veut, c'est sentir l'odeur de chez nous, et on la sent pas. Donc là-dessus, j'ai eu des grandes difficultés à s'intégrer. Il fallait réapprendre la langue française comme il faut, désapprendre la langue réunionnaise. C'était un lavage de cerveau totalement, quoi. La cuisine, plus de riz, plus de piment non plus. Bon, là, vous demandez où c'est que vous êtes. Et j'étais mis 15 jours dans un foyer, le foyer de Guéret. Et puis là, de suite, on m'a mis dans une boulangerie à l'âge de 11 ans, pâtisserie. Je me levais à 3 heures du matin pour mettre des cerises sur les gâteaux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dit, c'est pas les grandes écoles. Donc là, moi, je me suis sauvé. Et quand ils voyaient que j'étais pas bien dans cette boulangerie, on m'a mis chez une dame. Je faisais la soupe, je coupais le bois dans la cave, je faisais les lits. Disons, j'étais bonne de ménage. Quand on coupe le bois dans la cave le soir, et puis que le matin, on va promener le chien, on n'a pas le temps de faire ses devoirs. Jean-Philippe Jean-Marie, témoignage sur France Culture en 2008. Gilles Gauvin, voilà, ça c'est un témoignage, mais vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a autant de cas que d'individus, des parcours très très différents. Voilà un parcours. Oui, et en même temps, c'est une spécificité de cette transplantation, c'est que vous avez, quelle que soit la raison du départ, des jeunes qui se retrouvent quand même à plus de 9000 km de chez eux. Parmi les documents que j'ai pu retrouver, il y a un témoignage qui est très intéressant, qui est celui d'une jeune adolescente qui a 13 ans, qui voyage avec son petit frère et qui arrive à Albi et qui écrit des courriers à son foyer d'origine, qui est un foyer de religieuse. Cette jeune fille débarque à Albi et elle est très heureuse parce que, en gros, elle dit ça ressemble un peu. Elle est en pleine fête foraine à Albi et elle dit ça ressemble un peu à la Réunion, mais il manque le piment. Mais très régulièrement, on voit que petit à petit, il y a une certaine forme de nostalgie qui se met en place. Mais cette jeune fille a visiblement des repères. Le foyer, par exemple, lui envoie des petits textes lui permettant de présenter la Réunion à ses camarades. C'est-à-dire que là, on a le cadre d'une jeune qui a été transplantée, mais avec des repères. Le drame a été pour une grande majorité de ces jeunes qui étaient déjà pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de se retrouver à 9000 km de chez eux dans des territoires qui n'ont rien à voir avec la Réunion, et la Creuse de 1960, ça n'est pas la Creuse de 2026. Et d'être déjà sans repère au moment du départ. J'ai pu voir quelques cas qui m'ont semblé, moi, criminels. C'est-à-dire que quand on voit les difficultés que rencontre le jeune à La Réunion, on s'en est clairement débarrassé, comme parfois, dans certains établissements scolaires, on ne sait plus quoi faire avec un élève, on lui fait un conseil de discipline et puis les autres s'en prendront en charge. Donc, on a tous ces profils, en fait, mais avec un même destin qui est celui de se retrouver dans un territoire où la nature, le climat, l'alimentation, la langue n'a rien à voir avec ce qu'ils connaissaient en tant que jeunes. Hélène Ferrarini, dans le cas des Hommes indiens, le territoire est plus ou moins semblable, c'est-à-dire que ce n'est pas un départ lointain, et pourtant la rupture culturelle est immense. Oui.
Alors, lointain, ça se discute en fait. Par exemple, les enfants Wayampi qui étaient dans le dernier homme indien en activité, c'est quand même à plusieurs centaines de kilomètres, 2 jours de pirogue entre leur village et le pensionnat. Mais ailleurs, il y a pu avoir des hommes qui effectivement étaient pas très très éloignés des villages amérindiens, mais c'est aussi à remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 15 kilomètres, mais à l'époque ça pouvait se faire uniquement en canot à rame par exemple, donc on est vite à quelques heures quand même de distance, et ça résonne vraiment avec ce que nous dit Gilles Gauvin sur la diversité des ressentis, des parcours pour la Guyane, entre les années 30, les années 2020, donc c'est quand même une période très large. Géographiquement, on est à des endroits qui sont assez différents, et le vécu a pu différer en fonction de la famille d'origine, de la personnalité du prêtre qui s'occupe de tel pensionnat à tel moment, des prêtres plus ou moins violents ou plus ou moins bienveillants, et de l'âge auquel les enfants sont entrés. Donc il y a aussi une grande diversité, mais par contre, c'est bien une expérience commune que vivent tous ces enfants qui passent par les pensionnats, c'est celle de grandir non pas en famille dans leur milieu culturel et voilà au village, mais sous la tutelle de religieux dans un univers clos avec toutes les disciplines. C'est un mot qui m'a été dit par un des témoins. Voilà, il y avait toutes ces disciplines du corps, des horaires, l'alimentation, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Toutes ces choses-là qui leur étaient largement inconnues et qui s'imposent de manière assez autoritaire aux enfants lorsqu'ils arrivent chez les religieux. Avec des ruptures évidentes. Témoignage. La violence, on le ressent dès qu'on arrive dans les Rhodes. On vous coupe les cheveux. Nous, en tant qu'enfants, on avait des cheveux très longs. Ça démontre qu'on avait une spiritualité, qu'on grandit avec la nature. C'est le premier traumatisme. Et après, on vous donne un numéro. Moi, j'avais le numéro 17. C'est à travers ce numéro-là, simplement, qu'on se reconnaissait. Mon vrai nom, c'est Aloui Kawai. Ça veut dire « petit guerrier pour la paix ». Alexis Thioka qui s'exprimait ici sur RFI en 2023, juriste qui est donc spécialisé dans toutes ces questions de défense des populations autochtones et qui a préfacé votre ouvrage Hélène Ferrarini, Allons enfants de la Guyane, publié chez Anacarsis. La coupe des cheveux, le changement de nom, voilà la rupture et la violence, le mot est utilisé ici. Oui, la violence, il y a la violence physique avec des châtiments, des coups qui ont pu être documentés et dans des archives et dans des témoignages oraux, et puis elle est aussi dans tous les interstices de la vie, de l'intime, une violence culturelle, psychologique, spirituelle, parce que en fait c'est toute la manière de vivre, les comportements qui sont façonnés par la vie dans les pensionnats et qui sont reçus avec difficulté par un certain nombre d'enfants. Je pense à quelqu'un qui me confiait donc sur le fleuve Oyapock que lui-même venant d'une famille où il se trouve des chamans, après quelque temps chez les religieuses, si les sœurs lui avaient demandé d'aller tuer un chaman, il y serait allé. Pour vous dire la puissance d'imprégnation de ce temps passé chez les religieux. Et je trouve que pour avoir aussi la capacité à aujourd'hui faire ce pas de côté et être en capacité d'exprimer ça et de dire oui, en fait, je me suis retrouvée à un moment où si on m'avait demandé d'aller tuer ma propre famille, j'aurais pu le faire parce qu'il me disait en fait, on devait faire tout ce que disait la bonne sœur, c'était vrai. Oui, cette violence, les jeunes de la Réunion l'ont connue. Ils l'ont connue pour 2 raisons. Une qui leur est spécifique, c'est-à-dire que ils ont été victimes aussi de racisme, non seulement donc de violence symbolique dans les mots, mais de violence sous les coups. Mais l'intérêt de l'étude qui a été menée sur ces mineurs de la Réunion, et là c'est à eux que l'on doit finalement ce combat, c'est que ça met aussi en exergue
toute la violence à laquelle sont livrés les mineurs qui sont dans l'aide sociale à l'enfance dans l'Hexagone. C'est-à-dire que le fait de frapper sur un enfant, de le maltraiter, de l'avoir à domicile pour faire des charges du quotidien, des travaux du quotidien dans une ferme, c'est arrivé aux jeunes de la Réunion, à certains jeunes de la Réunion, mais c'était aussi le cas pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance en France. C'est-à-dire que la situation n'est guère reluisante. L'intérêt des études menées sur le cas réunionnais, c'est que finalement, ça met en évidence certaines choses. Par exemple, Marie-Germaine Périgogne découvre, qui est la présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes, qui s'appelait jusqu'il y a peu Valérie Andanson. Elle découvre à l'âge de 16 ans une carte d'identité sur laquelle elle est enfant et où il y a son nom d'origine et sa vraie commune de naissance. En fait, en travaillant sur son cas, et ce qui est terrible, c'est que l'État, jusqu'à la commission d'enquête, n'a jamais été capable de lui expliquer le problème, on s'est rendu compte que, à partir de 1958, la loi sur les changements de nom, elle change. On ne peut changer le nom d'un enfant que s'il est né sous X et s'il a été trouvé. C'est-à-dire qu'on ignore complètement qui sont les parents. Mais un enfant qui a été adopté a le droit, maintenant, de connaître son nom d'origine. Or, on a refusé l'accès à Marie-Germaine Périgogne, à son nom d'origine, du fait d'une pratique arbitraire de l'État lui-même. C'est-à-dire que les administrations, alors que la loi avait changé, ont continué à changer dans de très nombreux départements de France les noms de famille des enfants qui allaient être adoptés. Et certains se sont battus pendant plus d'une dizaine d'années sans avoir gain de cause pour retrouver leur nom. Donc le cas de Marie-Germaine Périgogne a mis en évidence un dysfonctionnement national. Avec une prise de conscience à discuter. J'ai été député, j'ai tenu des permanences. Tous les mois, je tenais à honneur de les tenir moi-même, 4 permanences par mois. J'avais la moitié du département, 120 km de long sur 50 de large. Jamais je n'ai entendu la moindre plainte, le moindre truc sur ces gosses. Jamais, jamais, jamais. André Chandernagor. Bon. D'autre part, j'ai été conseiller général. Je me mettais président du conseil général. J'étais président également du conseil régional. Jamais la moindre allusion. J'étais pas tout seul au conseil général. Il y avait tous les partis étaient représentés. Y compris des partis qui avaient des fédérations à la Réunion. Notamment le Parti communiste. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque? Il suffisait qu'ils s'adressent au Parti communiste ou même à la Fédération de la Creuse, qui avait à sa tête quelqu'un qui était pas manchot, que j'avais battu. Il avait été député pendant 12 ans, 13 ans, un type très intelligent. Il aurait réagi. Bien sûr. Rien. Rien. André Chandernagor, donc en 2010. Gilles Gauvin, une prise de conscience tardive. La prise de conscience, en fait, elle n'est pas si tardive que ça. Le Parti communiste réunionnais va pointer du doigt cette transplantation d'enfants dès 1968. Il y aura quelques échos encore en 1972, mais finalement, le Parti communiste n'ira pas plus loin. C'est aussi révélateur, j'allais dire, pour les opposants au régime, de la place que tient l'enfant. Bruni Payette, qui était un des responsables du PCR avec lequel j'ai beaucoup discuté, m'a dit mais le mot d'ordre ne prenait pas. Ça prenait davantage si on parlait de l'augmentation du prix du riz. Et puis de toute façon, l'autonomie allait changer tous ces problèmes. Et du côté de l'administration elle-même, à partir du début des années 70, il y a un changement aussi dans les rapports à la politique de l'enfant. Et là, il y a des signaux d'alerte qui remontent. Et la responsabilité de Michel Debré dans cette affaire, en 1974, il reçoit clairement un signal d'alerte sur le sujet, mais là, il se refuse absolument à l'entendre en étant persuadé que ce qui a été fait jusque-là va dans la bonne direction. Gilles Gauvin, donc cette commission mise en place de recherche historique, d'information aussi, c'est dans un moment d'une longue histoire. Vous nous dites dans les années 1970, vous avez déjà des signaux d'alarme. Oui, c'est une longue histoire et son intérêt, j'allais dire, est de montrer aussi que aujourd'hui les choses doivent changer.
tout cela, prendre conscience de cette affaire, proposer une loi de réparation, c'est essentiel, mais si on ne prend pas conscience que l'aide sociale à l'enfance pose aujourd'hui problème, ça ne servira à rien. Et il y a autre chose à changer, ce sont aussi les grilles de lecture. Le journal La Montagne, en octobre 2017, rapporte un entretien qui s'est déroulé entre le président de la République et les élus de la Creuse pour revitaliser le département, parce que le problème reste le même aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de revitalisation et non pas de repeuplement. Et quelle est la mesure phare affichée à la une de La Montagne et proposée par les élus de la Creuse? Une prison pour revitaliser le département. Ce ne sont pas les prisonniers qui vont repeupler la Creuse, mais c'est toute l'économie qui a par derrière. C'est exactement la même chose avec les jeunes qui sont envoyés dans les foyers. Et d'un point de vue du politique aussi, on voit que les grilles de lecture restent les mêmes. Jean-Luc Mélenchon, en mars 2018, fait une déclaration sur la situation très grave à Mayotte. Et il dit voilà, il y a 4 à 5 000 mineurs des rues à Mayotte, et il demande à plusieurs reprises, il dit je demande à ce que immédiatement on transfère ces 4 à 5 000 jeunes dans des foyers ou dans des familles dans l'Hexagone. Parce que qu'est-ce que c'est pour la République 4 à 5 000 jeunes? Ça n'est rien du tout. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, si j'ose dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon se trouve à un bout de l'échiquier, Michel Debré est à l'autre. Mais ils partagent finalement une même vision jacobine, c'est que face à un énorme problème social, économique qui semble impossible à résoudre, l'État a le devoir d'intervenir et de faire ce qui semble juste pour les personnes concernées. Et là, on retrouve un thème que vous aviez abordé d'ailleurs dans votre première émission sur le massacre des innocents, c'est-à-dire que finalement, on veut faire le bien des gens à leur insu. Et ça, c'est vraiment toute la question à cette émission, le massacre des innocents, du verset biblique au mythe médiéval, est à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Les innocents, les sauvés. Hélène Ferrarini, c'est tout à fait le cas aussi. Dans ce qui se passe avec les Homindiens, il y a de la bonne volonté. C'est l'idée qu'on va sortir ces enfants de risques. Et vous l'avez bien dit, la population est menacée, mais c'est les soumettre à d'autres violences. Oui, et puis cet objectif de protection, il est quand même minime par rapport aux principaux objectifs d'évangélisation. On peut considérer ça comme un sauvetage des âmes, puisque au moment où ça se met en place dans les années 30, les religieux en réfèrent à la Congrégation pour la propagation de la foi à Rome ou à l'œuvre de la Sainte Enfance, et obtiennent d'ailleurs des financements, des subsides pour leur action auprès de ces enfants amérindiens. Et c'est des financements, c'est bien spécifié dans les documents, qui doivent être destinés à des actions d'évangélisation pour les enfants que les missionnaires pourraient recueillir, baptiser, élever. Donc on peut aussi trouver cette idée-là de sauvetage des âmes via le travail des religieux. Avec ici tant de destins, nous l'avons évoqué, des témoignages aussi. René Monerville en Guyane. Je me rappelle un jour, on n'avait pas grand-chose à faire, on est monté sur un pied de citron derrière le bâtiment et on cueillait des citrons pour les manger avec du sel. Et une des sœurs nous a vus, elle nous a punis. Pour notre repas de midi, tous les autres ont mangé et pour nous, elle a mis la peau de citron. On avait l'obligation de manger la peau du citron. Moi, j'ai mangé. J'ai essayé, cela ne descendait pas. La sœur était avec son bâton et tout, pour ne pas prendre des coups. Moi, j'ai mangé. Mais j'ai dit à la sœur, plus jamais que je mange de la peau de citron. Ça, j'étais vraiment révolté contre la sœur. René Monerville, un enfant de Guyane, qui raconte ici, dans Un long enfant de la Guyane, Hélène Ferrarini, vous donnez ce témoignage, comment les religieuses étaient là à scruter tous les moments de la vie. Oui, tout à fait. René Monerville, qui lui est passé par le homme de Saint-Georges de l'Oyapock. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est tout à fait amérindien, du peuple Téko, et qui s'appelle à l'état civil français René Monerville, qui pourrait deviner que c'est quelqu'un de l'Amazonie. Parce qu'en fait, même les noms, au moment de l'inscription à l'état civil, ont été francisés. Là, c'est même pas francisé, en fait. C'est un nom, c'est un hommage à Gaston Monerville, qui était une personnalité connue de la Guyane, qui a été donné à cette famille-là, qui aujourd'hui porte ce patronyme. Et
Oui, ce qu'il décrit, c'est ce contrôle en fait qui s'impose aux enfants et la volonté de normer leur comportement en ayant recours à des punitions collectives, à des châtiments. Et puis revient aussi dans ce témoignage la question assez traumatique, je dirais, de l'alimentation qui revient, mais dans quasiment tous les témoignages des anciens pensionnaires que j'ai pu recueillir, une quarantaine en tout pour mon enquête, la question de la nourriture revient avec cette découverte d'aliments qui étaient inconnus aux enfants et la difficulté à les manger et l'obligation faite par les religieuses, donc qui a mené à des scènes assez douloureuses. Avec une nourriture suffisante quand même, c'est plus la découverte d'une autre nourriture qui pose problème à ces enfants. Même sur la quantité, il y a aussi des témoignages qui reviennent avec des manques, des carences. Et d'ailleurs, les religieux le reconnaissent aussi dans un certain nombre de courriers, qu'ils n'ont pas, que les prix sont chers, qu'ils ne trouvent pas assez ou qu'il n'y a pas assez de diversité dans ce qu'ils proposent aux enfants. Hélène Ferrarini, comment a surgi cette question des homes indiens? Dans l'actualité, vous avez dit que c'était longtemps un angle mort, des préoccupations. Pourquoi aujourd'hui nous en parlons? Alors, il y a votre travail, bien sûr, Allons enfants de la Guyane, la France Empire aussi, enquête sur les blessures des territoires colonisés. Ça c'est une bande dessinée chez Casterman. Et puis, il y a toute cette réflexion, on le sent bien, cette volonté de savoir, de connaître et d'en parler. Oui, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Avant Allons enfants de la Guyane, j'ai écrit un livre d'entretien avec Alexis Tiouka qu'on a entendu et qui est un juriste du peuple Kalinia qui lui-même est passé par les pensionnats. Et dans ce livre d'entretien où il raconte en fait son parcours, on a consacré quelques questions-réponses à son enfance au homme indien de Mana. Et on a présenté ce livre qui a été publié en 2017 en Guyane et on a bien senti que ça intéressait, ça interpellait. Et moi, j'ai mené des recherches et j'ai constaté qu'en fait c'était une histoire qui n'avait pas été écrite, qui était connue bien entendu par les personnes qui étaient passées par ces pensionnats, qui savaient très bien qu'ils avaient grandi chez les sœurs, chez le prêtre, ou dans les bourgs où ces hommes avaient existé, on pouvait encore m'indiquer que c'était ici que les enfants amérindiens grandissaient. À Saint-Georges de l'Oyapock perdurait le dernier homme indien en activité, mais sur des questions aussi simples que quand est-ce que ça avait commencé, quand donc les pensionnats avaient ouvert, fermé, quelles étaient les relations entre l'Église, l'État, le statut des enfants, le nombre d'enfants qui étaient passés par là, on était largement sans réponse. Donc moi, je me suis attelée à ce travail d'enquête historique en consultant un certain nombre d'archives, notamment les archives religieuses qui ont été assez intéressantes, et puis en recueillant des témoignages. Et donc ce livre, Allons enfants de la Guyane, a été publié en 2022, donc ça va faire 4 ans. Et depuis, c'est une histoire qui continue à s'écrire. Merci vivement à vous, Hélène Ferrarini, d'être venue dans le cours de l'histoire. Merci à vous aussi, Gilles Gauvin. Je le rappelle, Allons enfants de la Guyane. Et puis Gilles Gauvin, l'histoire de la Réunion, par exemple, en bande dessinée, les clés pour comprendre le présent. C'est important de mettre en avant ces histoires-là. Et merci à vous d'avoir clos cette série du cours de l'histoire. Enfants à protéger, histoire de violence. Et pour terminer, l'enfant, mais décrit par Victor Hugo, c'est le Gavroche, Les Misérables. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère. Mais son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il avait tout bonnement pris sa volée. Quand ces pauvres êtres sont hommes, presque toujours la meule de l'ordre social les rencontre et les broie. Mais tant qu'ils sont enfants, ils échappent, étant petits. Le moindre trou les sauve. On lui demandait « D'où viens-tu » Il répondait « De la rue ». Quand il s'en allait, on lui demandait « Où vas-tu » Il répondait « Dans la rue ».
Raphaël Laloum qui lisait la description de Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo, et qu'est-ce que c'est beau, avec dans le cours de l'histoire Thomas Beau à la réalisation et Alex Dang à la technique, et merci à Pascal Langlois à La Réunion, la première, ce duplex à 9000 km, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon, Angélique Guémard et Jeanne Delecroix. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.